Merci Benoît et bonjour à tous. Alors la question que nous allons aborder aujourd'hui est une question qui vous est nécessairement familière dans la mesure où elle a jalonné l'actualité européenne de ces 5 dernières années. Il s'agit de la question des dettes souveraines. Alors la semaine passée encore, les négociations qui se sont tenues entre le gouvernement grec d'une part et les institutions européennes d'autre part ont occupé le devant de la scène et portaient précisément sur la question de la dette souveraine. Il était notamment question de discuter de la prorogation de l'aide apportée par l'Union européenne à la Grèce. Et la Grèce espérait obtenir dans ce cadre ce qu'on appelle une restructuration de sa dette, c'est-à-dire rééchelonner, voire échanger les titres de dette souveraine. Alors, les négociations n'ont pas conclu, n'ont pas conduit à une restructuration, mais la question réapparaîtra vraisemblablement d'ici avril. Et c'est précisément cet enjeu, celui de la restructuration, qui va aujourd'hui occuper le thème de cette conférence. Alors nous allons nous demander quelles sont les solutions dont dispose un État pour remédier à une situation de surendettement, voire d'insolvabilité. Alors, je comprends bien que cette question appelle nécessairement une réponse pluridisciplinaire, dans la mesure où juguler la dette d'un État, restructurer une dette implique nécessairement un programme politique et également une réflexion sur le modèle économique qui le porte. Toutefois, nous essaierons aujourd'hui vraiment de nous positionner en tant que juristes et nous nous efforcerons d'éclairer cette question à partir d'une réflexion sur les instruments. Quels sont les outils juridiques dont dispose un État qui doit faire face à une situation de surendettement, voire d'insolvabilité? Alors, pour bien comprendre l'enjeu de cette question, il faut véritablement comprendre comment se finance un État, d'une part, et deuxièmement, comment il en vient à une situation de surendettement qui l'empêche de fonctionner normalement. Alors, pour se financer, un État, comment l'État se finance? Un État perçoit des recettes. Généralement, ce sont pour l'essentiel des recettes qui sont constituées par l'impôt et par les taxes. Ces recettes permettent de couvrir des dépenses. Pour un État, il y a 3 pôles de dépenses essentielles que sont le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement et d'investissement et les dépenses de redistribution. La relation, la différence entre les recettes d'une part et les dépenses d'autre part constitue ce qu'on appelle le solde primaire. Lorsque les recettes permettent de couvrir les dépenses de l'État, voire qu'elles sont en excédent, l'État est alors en situation d'excédent primaire. A contrario, lorsque les recettes ne parviennent pas à couvrir ces dépenses, l'État est en situation de déficit primaire. Pour faire face à ces dépenses, il va alors recourir à l'emprunt, emprunt qui créera une dette qui s'ajoutera aux dépenses futures de l'État. Alors une fois qu'on a ce schéma bien en tête, quels sont les indicateurs, quels sont les indices qui nous permettent d'identifier que l'État est dans une situation de surendettement, voire d'insolvabilité, et que sa dette est devenue insoutenable? Alors il y a deux séries d'indicateurs qui vont particulièrement nous intéresser. Le premier, c'est le ratio entre la dette et le PIB. Alors qu'est-ce que le PIB? Le PIB mesure la richesse d'un État. Donc c'est un indice qui se base notamment sur l'activité économique de l'État et en particulier la croissance. Enfin l'activité du pays plus globalement. Lorsque le PIB est moins important, lorsque plutôt la dette devient beaucoup plus important que le PIB et que ce ratio se dégrade, on dit que la dette est de plus en plus insoutenable. Le deuxième indicateur qu'il faut prendre en considération, c'est le taux d'intérêt, mais aussi la notation souveraine qui est étroitement liée au premier. Alors pour bien comprendre l'importance de ces indicateurs, il faut un petit peu comprendre comment l'État emprunte.
Depuis les années 70, pour des raisons à la fois politiques, même idéologiques et économiques également, les États se financent majoritairement sur les marchés financiers internationaux. C'est-à-dire qu'ils émettent des obligations d'État, dont le prix sur ces marchés sera déterminé en fonction de la confiance qu'inspire l'État. Alors, les acteurs de marché, et en particulier les investisseurs, vont évaluer la capacité et la volonté de l'État à rembourser son emprunt. Si l'État inspire confiance, que les investisseurs ont confiance dans sa capacité, mais aussi dans sa volonté de rembourser, ils seront très nombreux à vouloir acquérir de la dette d'État, ce qui aura pour effet de réduire le taux d'intérêt. A contrario, s'ils n'ont pas confiance dans la capacité de l'État à rembourser son emprunt, ils seront moins nombreux à vouloir acquérir des obligations d'État et le taux d'intérêt va de ce fait augmenter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la relation informationnelle entre l'État et les investisseurs, cette relation se caractérise par une certaine asymétrie et une certaine opacité. Donc, comment va faire un investisseur, quelqu'un qui est sur les marchés financiers, pour savoir si l'État va rembourser ou non sa dette, s'il est solvable ou non? Eh bien, il va se référer à un indicateur en particulier qui est la notation souveraine. Alors, qu'est-ce que la notation souveraine? C'est une évaluation financière qui est fournie par les agences de notation. Alors, vous connaissez sans doute les 3 grandes agences qui dominent le marché. Il s'agit de Standard & Poor's, de Moody's et de Fitch, qui, à partir d'un certain nombre de critères, à la fois qualitatifs et quantitatifs, tels que la situation économique du pays, la stabilité financière, ou la politique monétaire et budgétaire qui est conduite par l'État, va déterminer si les obligations d'État constituent un placement sûr, qui peut notamment à ce titre prétendre au fameux AAA, ou si à contrario il s'agit d'un placement risqué et dangereux, qui doit être rangé dans la catégorie spéculative. Alors, une fois que nous avons ces 2 indicateurs, ces 2 repères en tête, à l'esprit, revenons à notre État débiteur en situation de déficit primaire. Cet État ne parvient pas à couvrir ses dépenses, c'est-à-dire ses frais courants, ni à rembourser sa dette. Pour remédier à la situation, il va alors contracter un nouvel emprunt. Nouvel emprunt, vous l'avez compris, qui créera une nouvelle dette, qui impliquera en son tour un nouvel emprunt, et c'est comme ça que l'État s'engouffre dans le cercle infernal de l'endettement. Alors le problème, c'est que la dette de l'État s'alourdissant va susciter une dégradation de sa politique monétaire, de sa politique budgétaire, excusez-moi. Comme je l'ai dit dans le slide précédent, il y a un critère que va particulièrement prendre en considération les agences de notation, c'est la politique budgétaire de l'État, bien sûr, puisqu'elle va être déterminante pour déterminer sa solvabilité. Donc, une dégradation de la politique budgétaire peut impliquer sur le long terme une dégradation de la notation souveraine. Or, comme nous l'avons vu, cette dégradation de la notation souveraine va se répercuter en termes de coûts dans le service de la dette, et les intérêts de l'État auront ainsi tendance à augmenter plus la situation se dégrade. Lorsque cette dette de l'État est devenue si importante que l'État ne parvient plus ni à la consolider ni à la maîtriser, et que les perspectives de croissance future du pays ne permettent pas d'envisager qu'il puisse raisonnablement, même avec des ajustements budgétaires, rembourser sa dette, eh bien on peut considérer que la tête d'un État est devenue insoutenable. Alors prenons un exemple, je parlais de la Grèce. Dans les négociations qui se tiennent actuellement,
Un des arguments qui est invoqué par le gouvernement grec pour justifier, 2 ans après un premier plan de restructuration, une nouvelle restructuration de la dette de l'État, eh bien, le gouvernement grec invoque celui de l'insoutenabilité de la dette. Alors, comment il en vient à défendre cet argument ? Eh bien, si l'on observe les principaux indicateurs de l'économie grecque depuis 5 ans, de quoi on se rend compte ? Eh bien, que sous l'effet des politiques d'austérité, notamment, un certain nombre d'indicateurs tels que la consommation des ménages, la rémunération des salariés, les investissements, mais aussi la construction d'habitations, sont des activités ou des secteurs qui ont reculé. Donc, en parallèle, on voit que le chômage a considérablement augmenté, si bien que le PIB de ce pays s'est effondré. Pour vous donner un chiffre, depuis 2009, le PIB de la Grèce a diminué de 26,2%, donc plus d'un quart, et la Grèce aurait perdu 43 milliards d'euros. En parallèle, la dette, elle, a continué à augmenter. Alors qu'elle n'était que de 299, enfin que, tout est relatif, mais que de 299 milliards d'euros en 2009, c'est-à-dire qu'elle représentait 129,7% du PIB, elle représente à ce jour 324 milliards d'euros, soit 177% du PIB grec. Donc comme vous le voyez, et c'est ce qu'indique ce nouveau schéma, le ratio entre la dette publique d'une part et le PIB d'autre part s'est considérablement dégradé. Lorsque l'on a octroyé un plan d'aide à l'État en 2010, le FMI avait prévu que la Grèce parviendrait à ramener sa dette publique à un niveau soutenable d'ici 2022 à raison d'une croissance annuelle de 3%. On y est très loin et c'est la raison pour laquelle le gouvernement grec affirme qu'il ne pourra pas rembourser sa dette. Alors maintenant que nous avons identifié le problème, essayons de voir quelles sont les solutions, du moins les solutions juridiques. Alors tournons-nous d'abord vers l'histoire. Comme vous l'imaginez, le problème du surendettement et de l'insolvabilité de l'État n'est pas un problème nouveau. Alors, quelle a été la solution qu'ont mise en œuvre les États au cours des 8 siècles d'histoire financière qui nous ont précédés ? Les gouvernements devraient faire défaut au moins une fois tous les siècles pour restaurer les grands équilibres financiers de l'État. Alors, cette formule que l'on doit à l'abbé Terré, qui fut l'un des derniers contrôleurs généraux des finances de Louis XV, eh bien, est assez emblématique de la politique qui a été conduite par les États au cours de ces 8 siècles d'histoire financière. Puisqu'en effet, l'histoire économique révèle que la quasi-totalité des États dans le monde ont au moins fait une fois défaut sur leur dette extérieure, du moins, dans leur histoire. Alors, comme l'indique le schéma ci-dessous, qui retrace 2 siècles de faillite d'État sur le continent européen depuis 1800, on s'aperçoit qu'en effet, la plupart des États européens ont fait défaut, et pour certains, nombre de fois, puisqu'on voit par exemple que l'Allemagne a fait 7 fois défaut depuis 1800, de même que l'Autriche. Le record étant tenu à ce jour par l'Espagne, qui a fait 8 fois défaut. Alors pourquoi cette solution, qui consiste finalement en une répudiation, en une annulation unilatérale des dettes, n'est pas une solution qui est pleinement satisfaisante aujourd'hui? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que nous sommes tous, à titre plus ou moins direct, des détenteurs de la dette souveraine. Je m'explique. Prenons ce premier schéma qui retrace la détention des titres d'État dans le monde par catégorie d'investisseurs à la fin de 2010. On s'aperçoit par exemple que 7% de la dette d'État est détenue par des fonds de pension. Les mêmes fonds de pension auprès desquels les salariés vont sur les 4 coins de la planète, éventuellement cotiser pour préparer leur retraite. Donc un défaut impliquerait directement des fonds de pension qui impliquerait
des personnes qui cotisent pour leur retraite. De même, on s'aperçoit qu'une large part est détenue par les compagnies d'assurance, qui notamment en Europe sont très exposées aux risques souverains, mais aussi par les banques, qui sont des acteurs, qui sont des piliers de notre économie. Qu'est-ce qu'on déduit de cela? Eh bien, c'est que dans une économie globale extrêmement financiarisée, où les acteurs sont interdépendants, l'État est devenu en quelque sorte too big to fail, et qu'un défaut unilatéral et total de l'État aurait vraisemblablement des conséquences systémiques. Alors revenons-en à l'exemple grec une fois encore. Qui détient aujourd'hui la dette grecque? Eh bien pour 80%, que ce soit à titre direct ou à titre indirect, on s'aperçoit que ce sont les États européens qui détiennent cette dette. Donc demain, la Grèce répudierait l'intégralité de sa dette. Ce serait au premier chef les démocraties européennes qui en pâtiraient. Donc on comprend bien, à l'aune de ce qui précède, que l'instauration d'un régime global de défaut est devenue un enjeu majeur pour le XXIe siècle. Alors quels en sont les tenants? Eh bien il faut d'une part que ce système permette, que ce régime de défaut permette à l'État de regagner un niveau de dette publique soutenable, vous l'avez compris, mais également que la restructuration qu'il impliquerait soit limitée en termes de coût social et de coût sociétal. La question qui se pose maintenant, c'est quel régime de défaut instaurer? Alors, la question, elle a été soulevée pour la première fois à la fin des années 70, lorsque le Zaïre connaissait des premières difficultés dans le paiement de ses contrats d'emprunt. Alors, il faut dire qu'à l'époque, il n'existe pas de régime de défaut à l'échelon international. La seule chose que l'on peut mentionner, c'est qu'il existe un certain nombre de forums informels où on peut discuter de la dette, voire la rééchelonner. Alors, à ce titre, il y a deux forums que l'on doit mentionner. Tout d'abord, le Club de Paris, qui s'est formé de manière tout aussi informelle en 1956, quand il s'agissait de renégocier la dette de l'Argentine, déjà, qui regroupe l'ensemble des créanciers publics. Et d'autre part, son homologue privé, si je peux dire, le Club de Londres, qui est le terme générique que l'on donne au groupe de créanciers généralement bancaires qui détiennent de la dette d'État. Donc ces deux clubs vont avoir un rôle important à jouer à partir des années 80, mais à ce stade-là, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des institutions, encore moins des organisations, qu'il y a un certain informalisme qui domine et que donc ils ne proposent pas un régime de défaut international en bonne et due forme. Alors les premières réflexions, elles seront d'abord doctrinales. Le premier projet qui est discuté date de 1976. Toutefois, il reste assez circoncis à la sphère académique. Ce n'est pas encore un débat qui anime la communauté politique internationale. Il faudra attendre 2 décennies de crise des dettes souveraines, avec notamment dans les années 80 la crise des dettes souveraines des pays sud-américains, mais aussi la crise de la Russie, la crise du Pakistan, etc. et j'en passe, pour que l'instauration d'un régime de défaut global, international, soit inscrit à l'agenda politique. Donc c'est entre 1996 et 2003 que l'on va particulièrement réfléchir à l'instauration de ces règles. Alors si le consensus émerge relativement rapidement quant à la nécessité d'instaurer ce régime de défaut, il y a toutefois une vive opposition qui va émerger entre les tenants de 2 approches, les tenants de l'approche institutionnelle et les tenants de l'approche contractuelle. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette opposition, c'est véritablement 2 visions de la gouvernance globale qui vont s'opposer. Alors commençons par l'approche institutionnelle. L'approche institutionnelle, elle va notamment être défendue par les organisations internationales, au premier rang desquelles le Fonds monétaire international. Quelle est l'idée? Pour le Fonds monétaire international notamment,
il est nécessaire que les États s'entendent à l'échelon interétatique au sein de ces organisations internationales et imposent un certain nombre de règles par le haut, si je puis dire. Donc le projet qui a été le plus abouti en ce sens, c'est le mécanisme de restructuration des dettes souveraines qui a été proposé par le FMI en 2002, qui est un projet qui s'inspirait largement du chapitre 11 du Code des faillites américain et qui proposait l'instauration d'un tribunal international de la faillite sous l'égide du Fonds monétaire international. De l'autre côté, l'approche contractuelle est portée tout d'abord par les États-Unis, qui va rallier dans un premier temps à sa cause les États du G7 et un certain nombre d'États émergents. Alors, quelle est ici l'approche défendue? C'est une approche qui passe par les acteurs, c'est-à-dire, contrairement à la première, qui part du bas. Les tenants de l'approche contractuelle défendent une approche volontaire, décentralisée, qui va être basée sur le contrat d'emprunt d'État. En d'autres termes, ce n'est pas aux institutions et aux États de décider collectivement quelles sont les règles à adopter, ce sont les États débiteurs avec leurs créanciers qui doivent négocier ces règles. En contrepoint de la proposition qui avait été soumise par le FMI en 2002, ces États vont notamment proposer d'intégrer dans les contrats d'emprunt d'État ce que l'on a appelé les clauses d'action collective. Alors, qu'est-ce que ces clauses d'action collective? Bien, le terme clause d'action collective est un terme qui est un terme générique qui est apparu dans les années 90 pour désigner l'ensemble des clauses qui organisent la modification du contrat, les règles de modification du contrat. Donc, ce sont notamment des clauses qui vont déterminer quel peut être l'objet de ces modifications, quelles sont les règles de majorité et de quorum qui sont nécessaires pour les adopter, pour leur adoption. Et enfin, quelle est leur opposabilité? En quoi les clauses d'action collective pouvaient-elles constituer une solution au problème du surendettement des États au début des années 2000? Bien, il apparaît que dans la plupart des contrats d'emprunt d'État de l'époque dans le monde, ces contrats sont dotés de ce qu'on a appelé les clauses d'unanimité. Ce qui signifie quoi? C'est que pour modifier un contrat, pour rééchelonner la dette, pour renégocier le taux d'intérêt, il était nécessaire d'obtenir l'accord unanime des créanciers de l'État. Or, vous imaginez bien que sur les marchés financiers, dans le cadre d'un financement par les marchés financiers, il était très difficile de parvenir à un accord unanime auprès de porteurs qui sont disséminés à l'échelon de la planète. Donc, la stratégie, notamment américaine, a consisté à dire, à partir du moment où vous avez un dispositif contractuel qui vous permet de négocier avec vos créanciers, un mécanisme de restructuration institutionnelle devient sans objet. Donc c'est sur cet argument que les États-Unis, en particulier le Trésor américain, a mené une vaste campagne par la voix de son sous-secrétaire, John Taylor, qui est parvenu notamment à rallier l'accord, en quelque sorte, des acteurs de marché, et notamment le très influent Institute of International Finance, qui est l'association des grandes banques et des grandes institutions financières, une association qui a été créée en 1983. Et donc, suite à cette campagne, d'une part, assez agressive, et par ailleurs, à défaut d'accord au sein du FMI entre les États, le mécanisme de restructuration des dettes souveraines qui avait été proposé par le FMI a été abandonné. Alors, cet épisode marque vraiment une étape qui a été très décisive dans l'histoire du droit contemporain des dettes souveraines. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui ressort de ce débat? Il ressort de ce débat que quel est l'instrument privilégié de dette qui va régir les rapports entre les États débiteurs et les créanciers? Eh bien, c'est le contrat. En d'autres termes, il ressort de cet épisode une consécration du régime contractuel de défaut.
Alors, ce qui est très intéressant d'observer pour nous, c'est que cette contractualisation du régime de défaut est très emblématique du phénomène de droit global que nous nous attachons à éclairer et à comprendre au cours de ce séminaire. Il est au moins à trois points de vue. Tout d'abord, qui fabrique ce contrat? Premier point. Eh bien, il apparaît que loin des appareils étatiques, loin des ministères, ce sont de grandes law firms, de grands cabinets qui sont à l'origine de la production de ces contrats. En d'autres termes, le régime contractuel de défaut est en grande partie déterminé par la figure de l'avocat producteur de droit. Le marché, si je puis dire, des contrats d'emprunt d'État souverains est un marché qui est extrêmement concentré. Si bien que certains cabinets d'avocats, au premier rang desquels Cléry Gottlieb, qui est le premier cabinet de conseil des souverains, n'hésitent pas à revendiquer la paternité de certaines clauses. Il y a d'ailleurs certaines clauses qui sont non seulement rattachées à certains cabinets, mais qui sont plus encore rattachées à certaines de leurs grandes figures, certains grands avocats. Alors il y a une figure en particulier qui revient, c'est celle de Lizzie Butchite, que vous voyez ici, qui est un avocat qui est très connu en Amérique latine parce qu'il a participé à la résolution de toutes les crises des dettes souveraines sud-américaines. Il a été le Conseil des États. Et qui est plus récemment connu en Europe parce qu'il a représenté la Grèce dans les négociations de son premier plan de restructuration avec les créanciers privés en 2012. Alors, Lizzie Butchite est reconnu par les praticiens comme par les chercheurs, comme le père, clairement, de la discipline. Sa carrière, je cite, définit à elle seule l'histoire moderne des dettes souveraines. Tous les contrats conclus depuis le mémorandum mexicain de 1982 contiennent une Butchite Innovation. Alors à ce titre, le New York Times l'a baptisé en 2012 le roi philosophe des dettes souveraines. Donc, du point de vue de notre démonstration, il est très intéressant d'observer qu'il y a un siècle encore, l'instrument privilégié en matière de dette souveraine, c'était la loi, qui était votée au sein de nos parlements et qui portait bien souvent le nom de nos parlementaires, et qu'aujourd'hui, les règles sont également décidées, se dessinent également dans des grands cabinets d'affaires, dont elles portent, enfin, des clauses financières qui sont dessinées dans ces grands cabinets d'affaires et qui portent, pour certaines, le nom de ceux qui les ont pensés, à savoir de grands avocats. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui permet de rattacher la contractualisation du régime de défaut au phénomène de droit global, c'est la forme du contrat. Alors, quelle est aujourd'hui la forme du contrat d'emprunt d'État obligataire moderne? Eh bien, il apparaît que ce contrat est de plus en plus standardisé. Alors, vous allez me dire, ce constat n'est pas surprenant à l'aune de ce que je viens de dire précédemment, puisqu'à partir du moment où vous avez une production de masse, vous vous retrouvez également avec un produit de masse. Pour autant, il faut comprendre plus fondamentalement que le contrat standard est véritablement un instrument du droit global. Pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, sur les marchés financiers, en l'absence de règles institutionnellement uniformisé, si je puis dire, eh bien, le contrat standard, c'est ce qui va permettre aux acteurs d'échanger. C'est un outil qui va être familier des investisseurs, qui rassure et qui peut aisément s'échanger sur les marchés financiers. Alors, la contractualisation, la standardisation, pardon, du contrat d'emprunt d'État, elle est aujourd'hui relativement actée. Il y a un an, sortait un ouvrage des grands spécialistes de la discipline aux États-Unis qui s'intitulait 3 minutes et demie. 3 minutes et demie étant le temps dont nécessiterait un avocat pour construire un contrat d'emprunt d'État, vu qu'il est largement standardisé. Alors, il faut bien comprendre que certes, il n'existe pas à ce jour un modèle, un seul contrat d'emprunt d'État standard, mais pour autant, on a pu identifier un certain nombre de clauses, un certain nombre de boilerplates que l'on retrouve majoritairement dans les contrats d'emprunt d'État.
Troisième point, le juge du contrat. Qui est le juge du contrat? Eh bien, sous l'effet de la standardisation que j'évoquais précédemment, il y a deux prétoires nationaux qui sont rattachés à de grands centres financiers qui se sont imposés comme les forts compétents en matière de dette souveraine. Il s'agit des forts anglais et des forts new-yorkais. Alors en quoi ce choix, mais aussi la standardisation de ce choix, est-il emblématique du phénomène de droit global? Eh bien pour deux raisons au moins. La première, c'est que ce choix et cette standardisation relève d'un phénomène qui a déjà été évoqué ici, qui est celui du forum shopping. Puisque ce qui s'est passé par rapport à ces contrats, c'est que les États, pour être attractifs sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, ont consenti à se soumettre à l'autorité de juridiction extérieure pour pouvoir être sûrs de pouvoir se financer sur les marchés financiers. Ça, c'est le premier point. D'autre part, le second point, qui est très révélateur, c'est que l'État consent ici, contractuellement, à renoncer à son immunité de juridiction qui, pourtant, lui est traditionnellement reconnue par le droit international public. Alors, cette restriction de souveraineté, elle tend aujourd'hui à être encore plus significative dans la mesure où on voit se dessiner progressivement une migration de ce contentieux des forts nationaux vers la justice privée, et en particulier vers le CIRDI, qui est, je le rappelle, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements et qui est rattaché à la Banque mondiale, puisque le CIRDI a reçu des recours émanant de créanciers argentins contre l'Argentine et plus récemment examine actuellement un recours qui émane des créanciers de la Grèce qui contestent le plan de restructuration adopté en 2012. Bien, alors maintenant la question que j'aimerais soulever est celle de savoir si ce régime de défaut contractuel répond actuellement de manière satisfaisante au défi de la restructuration tel que nous l'avons posé au début de cette séance, à savoir est-ce que ce régime de défaut permet à l'État de regagner un niveau de dette soutenable d'une part, tout en présentant un coût social et sociétal qui est relativement limité. Eh bien, pour ma part, j'apporterai une réponse négative à cette question pour trois raisons au moins. Alors, tout d'abord, ce régime de défaut contractuel m'apparaît lacunaire. C'est-à-dire qu'il ne prévoit pas toutes les règles qui sont nécessaires, voire indispensables, pour organiser un défaut pour l'État. Deuxième limite que j'identifie, c'est que ce régime, tel qu'il est aujourd'hui conçu, ne s'adapte pas de manière idoine à la situation des souverains surendettés et surtout, plus encore, ne leur offre pas la flexibilité nécessaire pour redresser économiquement leur pays en situation de grande difficulté. Troisième limite de ce régime, qui est sans doute le plus délicat, et qu'il a permis l'émergence et le développement d'un contentieux que je qualifierais d'opportuniste et qui risque aujourd'hui de mettre en échec les plans de restructuration des États en difficulté. Alors je vais revenir successivement sur ces trois points. Commençons par envisager les lacunes de ce régime. Alors il y a deux manières de comprendre le fait que ce régime est lacunaire. On peut soit considérer qu'il manque certaines clauses, soit considérer que certaines clauses ne sont pas suffisamment exhaustives. Alors je vais vous en donner un exemple à travers les clauses d'action collective telles qu'elles ont été adoptées dans les contrats d'emprunt d'État européens depuis le 1er janvier 2013. Alors ce schéma, je vous l'ai mis sous les yeux, c'est parce qu'il condense les 10 pages de cette clause, les règles que pose cette clause. Alors quelles sont ces règles ? Premièrement, la clause établit deux catégories distinctes de modifications qui est susceptible d'être négociées entre l'État débiteur et ses créanciers. Nous avons,
en vert, les modifications qui revêtent un caractère substantiel et d'autre part des modifications qui ne revêtent pas de caractère substantiel. À partir de là, la clause détermine des règles de vote. Et des règles de vote pour la modification. Donc cette modification, elle peut être le fruit d'un vote en assemblée, donc c'est les règles que vous avez en bleu, ou d'un vote par consultation écrite, qui sont les règles posées en orange. Donc ces règles, certes, permettent de poser les premiers jalons pour pouvoir modifier, restructurer une lettre et donc modifier les contrats. Le problème, c'est ce que ne disent pas ces clauses. Alors, qu'est-ce qu'elles ne disent pas? Premièrement, elles n'indiquent nullement à quel moment doit intervenir la négociation. Or, on sait très bien que c'est un des points les plus sensibles, puisque l'expérience des années passées, des défauts souverains des années 80 et des années 90, c'était bien souvent que les États attendaient le dernier moment pour pouvoir envisager la restructuration, et que donc la restructuration impliquait un surcoût à la fois pour l'État et pour les créanciers. Premier point. Deuxièmement, ces clauses n'indiquent nullement comment sont organisées les négociations. C'est-à-dire qu'on a bien des règles de vote, mais on ne sait pas au sein de quel forum, de quelle manière les créanciers de l'État et l'État débiteur pourront discuter. Troisièmement, et c'est sans doute le point le plus problématique, c'est qu'aucune solution alternative n'est proposée à l'État si les créanciers refusent l'accord. Or, bien souvent, un État qui est dans une situation où il doit restructurer sa dette, n'a pas d'autre choix que de trouver un accord avec ses créanciers, parce que de fait, il ne parvient plus à faire face à ses dépenses. On voit que les seuils de majorité sont finalement pas si hauts, 75%, 66% dans certains cas. Donc il est tout à fait envisageable que des minorités fassent blocage au plan de restructuration et fassent ainsi échec à ces plans. Donc finalement, les clauses d'action collective ne répondent pas à l'intégralité du problème. Alors, pourquoi ces contrats sont lacunaires ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, bien saisir dans le régime de défaut contractuel. C'est que la logique qui est mise en œuvre ici est la suivante. Si vous avez un gilet de sauvetage ou une bouée de sauvetage sur votre navire, c'est forcément que vous allez faire naufrage. Donc il vaut mieux que vous n'ayez pas de bouée de sauvetage ou que vous n'ayez pas de gilet, parce que sinon vous risquez vraiment de faire naufrage. C'est exactement ce qui se passe en fait dans les contrats d'emprunt d'État. Alors, vous pouvez adopter quelques clauses qui organisent votre défaut, mais n'en adoptez pas trop, parce que sinon vous risquez d'envoyer un signal au marché financier qui est que vous comptez organiser votre défaut. Donc il vaut mieux que vous n'ayez pas toutes les règles qui soient posées en amont. Donc c'est exactement cette logique qui est mise en œuvre concernant le régime contractuel de défaut. Alors la question que vous pouvez légitimement me poser, c'est pourquoi les États sont aussi sensibles aux messages qu'ils envoient au marché financier. C'est une question qui se pose. Eh bien, ils le sont pour deux raisons au moins. D'une part, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le marché des dettes souveraines est un marché qui est très concurrentiel. Donc, l'objectif des États, c'est d'être le plus attractif possible. Et de prévoir certaines clauses qui organisent votre défaut futur n'est pas très attractif sur les marchés financiers. Donc on risque de ne pas vouloir vraiment vous prendre votre tête, et donc vous vous souvenez du schéma du départ, votre prime de risque et votre taux d'intérêt va augmenter. D'autre part, comme là aussi nous l'avons vu, tout ce qui est perçu comme un risque sur les marchés financiers va se répercuter en termes de coûts. En d'autres termes, votre emprunt vous coûtera plus cher si vous avez des clauses que l'on jugera plus risquées. Alors, il y a beaucoup d'études américaines qui s'intéressent à ce phénomène et qui étudient ce que l'on appelle le pricing des clauses. C'est-à-dire, on essaye d'évaluer quel va être le coût de l'introduction de certaines clauses dans les contrats d'emprunt d'État. Or, ce que je vous décris, la logique du bateau qui va faire naufrage, est clairement mise en évidence. Alors, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus en prenant un exemple qui est l'exemple des clauses de droit applicables.
lorsque l'État négocie son emprunt, quel est son intérêt? Son intérêt, c'est que son contrat d'emprunt soit gouverné par son propre droit. Parce que c'est plus flexible et parce qu'il conserve une certaine maîtrise sur ses obligations. De l'autre côté, quel est l'intérêt de son futur créancier? Eh bien, c'est tout le contraire, à savoir que le contrat d'emprunt d'État ne soit pas soumis au droit de l'État et qu'il soit a fortiori soumis, gouverné par un droit qui lui est plutôt favorable. Alors, comme vous l'imaginez, comme je vous l'ai dit, il y a eu un phénomène de standardisation latent dans les contrats d'emprunt d'État. Et quel est le droit qui a été considéré comme le plus favorable et qui est devenu un droit standard? Ce sont les droits anglais et les droits new-yorkais. Alors on peut très bien mesurer quel est l'impact financier de l'introduction d'une clause qui impose le droit de l'État co-contractant par rapport à celui qui va imposer le droit étranger. Alors le schéma que vous avez sous les yeux indique quels furent le prix des obligations grecques qui ont été émises entre 2009 et 2010. La colonne de gauche nous indique quels étaient le prix des obligations qui étaient gouvernées par le droit anglais. La colonne centrale nous indique quel était le prix des obligations qui étaient gouvernées par le droit grec. On s'aperçoit que la différence est assez significative. En avril 2010, on passe du simple au quadruple, c'est-à-dire qu'il y a 402,6 différence en termes de points de base, ce qui est quand même relativement important. Donc c'est comme ça que, comme je vous le disais, le droit anglais s'est rapidement imposé, en tous les cas sur le marché européen, comme le droit de la plupart des contrats d'emprunt de dette d'État. Alors ce nouveau schéma montre nous indique quel est le droit applicable en matière d'emprunt d'État dans les contrats européens. Eh bien, en rouge, vous avez le droit domestique. On voit, il régresse de plus en plus. Et en vert, vous avez le droit anglais. On voit que depuis les années 2000, ce droit a largement supplanté le droit domestique. Donc ça, si vous voulez, c'était peut-être le premier problème, le problème de la lacune. Le deuxième problème que j'évoquais, c'est un certain manque de flexibilité. Alors, il y a une critique qui est récurrente de la part de la doctrine notamment et qui s'adresse aux avocats, qui consiste à dire vous produisez des contrats qui sont standards, ils ne vont pas nécessairement s'adapter à la situation de chaque État souverain qui peut se retrouver en difficulté. Alors là, cette question, elle est assez discutée parce que, notamment par exemple sur les clauses de choix de fort, on s'aperçoit que vraisemblablement, le choix des forts anglais et new-yorkais serait pour certains chercheurs un choix optimum par rapport, par exemple, aux clauses d'arbitrage. Donc la question se discute. En tous les cas, moi, ce que j'aimerais particulièrement évoquer lorsque je parle d'un manque de flexibilité, c'est qu'il y a certaines clauses qui vont véritablement restreindre la marge de manœuvre d'un État qui devrait faire face à une situation d'insolvabilité. Alors, j'ai pris l'exemple des clauses de sûreté négatives. Ce sont la negative pledge clause, qui sont des clauses que l'on retrouve dans presque tous les contrats d'emprunt à l'échelon global. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, sur les marchés obligataires, les contrats d'emprunt d'État ne sont pas garantis. Pour autant, les créanciers n'accepteraient pas un chèque en blanc, si je puis dire. Donc la garantie que proposent les États, c'est cette fameuse clause de sûreté négative qui consiste à dire « Moi, État, je ne vous accorde pas de sûreté, mais je m'engage également à ne pas accorder de sûreté à mes futurs contractants, à mes futurs créanciers, à moins que je vous accorde également ces sûretés de manière égale et proportionnelle. » En d'autres termes, je ne vous garantis pas, je ne garantis pas mes futurs contractants, et si d'aventure je le fais, soyez assurés que je vous garantirai aussi.
Voilà la logique de cette clause. Alors en quoi cette clause peut être problématique lorsqu'un État est dans une situation de surendettement et qu'il doit prendre des mesures d'urgence? Eh bien parce que généralement quand un État se retrouve dans une situation d'insolvabilité, plus personne ne veut lui prêter. Donc il va aller voir un certain nombre de prêteurs, notamment les prêteurs étatiques, auxquels il va solliciter des prêts. Ces prêteurs qui sont presque des prêteurs en dernier ressort, vont dire d'accord, on vous prête, mais à la condition que vous nous accordiez des garanties. Ça a été le cas notamment de la Grèce. La Grèce, elle est allée taper à la porte de la Finlande. La Finlande a dit d'accord, je peux vous faire un emprunt, on peut conclure un emprunt bilatéral, mais à la seule condition que cet emprunt soit assorti de collatéraux. Alors pourquoi la clause de sûreté négative pose problème à ce moment-là? C'est parce que si l'État n'a pas les moyens de pouvoir couvrir l'ensemble de ses créanciers, soit il va devoir renoncer à ces nouvelles sources de financement, soit il risque de provoquer ce qu'on appelle un événement de défaut, puisque le fait de ne pas respecter les clauses de sûreté négative sont un élément qui vont être considérés comme une rupture contractuelle, pour lesquels les créanciers peuvent demander un remboursement anticipé de la créance. Donc ça mettrait de fait l'État en défaut. Voilà pourquoi cette clause en particulier pose un problème et n'offre pas la flexibilité nécessaire à l'État pour remédier à la situation. Alors le troisième défaut que j'évoquais, c'est les difficultés qui sont soulevées par l'évolution du contentieux judiciaire. Alors comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dans la mesure où l'on est dans un régime de défaut contractuel, la détermination des règles en cas d'inexécution contractuelle est laissée également à la discrétion des parties. Alors, dans la même logique de négociation et de standardisation, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les forts de New York et les forts anglais qui sont devenus les prétoires les plus choisis dans les contrats d'emprunt d'État. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est très important de comprendre à cette étape-là, c'est que pour ces places financières, que ce soit Londres, la City ou New York, le système juridique fait partie intégrante de l'attractivité de la place. En gros, venez investir à New York, nous avons le droit des affaires idoine. Pareil à Londres. Dans cette logique, ces deux forts, les forts anglais et les forts new-yorkais, ont d'une part, au cours des 30 dernières années, ouvert les voies contentieuses, ouvert les prétoires qui étaient demeurés jusqu'alors fermés aux créanciers de l'État, et d'autre part, ont développé une jurisprudence de plus en plus libérale et de plus en plus favorable aux créanciers. Alors, comme vous le voyez sur ce schéma, le contentieux qui était quasiment judiciaire, qui était quasiment inexistant à la fin des années 80, a explosé dans les décennies 90 et 2000. Alors cet état de fait juridique n'est pas en soi condamnable, dans la mesure où il participe d'une certaine manière au renforcement de l'état de droit. L'État n'honore pas ses engagements, il est responsable devant les juridictions compétentes. Là où cette évolution devient problématique, c'est que d'une part, elle a encouragé les créanciers à aller devant le juge plutôt qu'à négocier avec l'État un plan de restructuration, et que d'autre part, plus fondamentalement, elle a encouragé un certain nombre de recours opportunistes de la part des fameux fonds dits vautours qui, là encore, ont défrayé la chronique au cours de ces 10 dernières années. Alors, je vais m'arrêter un petit peu plus en détail sur ce contentieux des fonds vautours. Et pour bien que vous en compreniez les tenants et les aboutissants, je vous propose de revenir une nouvelle fois sur le modèle de financement de l'État. Comme nous l'indiquions, l'État vend sur le marché primaire ses obligations à des créanciers. Alors j'ai mis un seul créancier parce que généralement sur les marchés primaires, il y a un nombre restreint d'acheteurs qui vont dans un second temps
être chargé de revendre la dette d'État sur le marché de l'occasion à de nouveaux créanciers qui, à leur tour, seront susceptibles de les revendre également. C'est ce que l'on appelle le marché secondaire des dettes souveraines. Alors, lorsqu'un contrat est conclu à titre primaire, il est fixé ce qu'on appelle la valeur faciale de l'obligation. Cette valeur faciale, par exemple 100 €, n'évoluera pas, ne changera pas, ne sera pas modifiée jusqu'à extinction de l'obligation. C'est-à-dire qu'elle peut passer de main en main, la valeur faciale restera identique. On avait 100 €, on gardera 100 €. En revanche, ce qui est susceptible d'évoluer, c'est la prime de risque, comme on l'a vu, en fonction de la confiance que va inspirer l'État. Cette prime de risque est notamment susceptible d'augmenter. Alors, comme la valeur faciale du titre n'augmente pas, cette augmentation de la prime de risque va avoir une répercussion sur le prix auquel se vend cette obligation sur le marché. Plus la prime de risque va augmenter, plus le prix sur le marché aura tendance à chuter. Alors, comment interviennent dans ce schéma les fonds vautours ? Les fonds dits vautours, ces fonds d'investissement, attendent que l'État soit dans une situation de surendettement assez avancée. Ils le font également pour des entreprises privées. Et lorsque la prime de risque est devenue très très importante, donc que l'État est sur le point de faire défaut, ces fonds rachètent massivement des obligations d'État sur le marché secondaire à un prix décoté. La deuxième étape, c'est que l'État va vraisemblablement proposer un plan de restructuration. C'est-à-dire, il va dire, écoutez, moi je vous propose de vous racheter vos obligations à 50% de leur valeur faciale. À ce moment-là, les fonds vautours refusent. Ils disent non, nous, on souhaite obtenir l'intégralité de la valeur du titre, c'est-à-dire on veut 100%. Alors, il y a certains États qui cèdent. On pourra y revenir lors de la discussion. La Grèce a cédé en 2012 et a payé directement les titres à la valeur faciale. Mais la plupart des États refusent. Les fonds vautours se tournant alors vers les juridictions, comme je vous le disais, soit de New York, soit anglaises dans la plupart des cas, vont devant le juge et demandent le remboursement de leurs titres à la valeur faciale. Ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, c'est que les créanciers ont obtenu gain de cause. Alors, le nouveau schéma que vous avez sous les yeux nous renseigne par rapport à la plus-value, au rendement de certaines opérations de rachat puis de recours en justice pour obtenir le remboursement à la valeur faciale. On voit par exemple que sur la dette du Nicaragua, les créanciers qui ont racheté la dette à bas coût ont fait une plus-value de 309%. Alors dans les années 90 et au début des années 2000, ce sont essentiellement des pays en voie de développement ou des pays pauvres qui ont été concernés par ce contentieux. Alors on peut mentionner notamment le Congo, le Cameroun, l'Ouganda, le Nicaragua, la Sierra Leone, la Zambie, l'Éthiopie, le Mozambique, le Niger, etc., etc. J'en passe. Donc cet activisme judiciaire de la part des fonds vautours a été extrêmement condamné au sein de la communauté internationale. Ces fonds tirent indûment profit des efforts d'annulation consentis par les autres créanciers et privent les pays pauvres très endettés des ressources essentielles pour la réduction de la pauvreté. Donc ça, c'est une des critiques que l'on pouvait trouver sur le site internet du ministère des Finances français, puisqu'il y avait notamment un projet qui avait été soumis à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais été discuté en France, un projet de loi pour lutter contre l'action de ces fonds. Alors, qui sont ces fonds ? Ces fonds cultivent une certaine culture du secret et de l'opacité, si bien qu'on ne sait pas vraiment qui y a derrière ces fonds. Ce que l'on sait, c'est que ce sont majoritairement des fonds d'origine anglo-saxonne, qui sont, comme vous pouvez le voir, enregistrés dans des paradis fiscaux, ou du moins dans des lieux qui garantissent l'anonymat des actionnaires afin qu'on ne puisse pas faire pression
sur eux. Alors, il y a quand même une exception qui doit être mentionnée, c'est le fonds Elliott Associates, qui est rattaché à la figure de son patron, le milliardaire Paul Singer, qui est notamment très connu pour avoir obtenu des victoires judiciaires contre le Pérou, le Congo et plus récemment contre l'Argentine. Alors, quelles ont été les stratégies de ces fonds? La stratégie de ces fonds, elle est double. D'une part, il y a eu une stratégie de lobbying très efficace, notamment aux États-Unis, je pourrais y revenir. Mais surtout, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que ces fonds ont eu des stratégies contentieuses tout à fait originales et tout à fait agressives qui ont permis d'obtenir la condamnation des États. Alors, parmi les stratégies contentieuses, il y en a une qui a été appelée la stratégie pari-passu. Alors, pour vous éclairer un petit peu sur cette stratégie obscure, je vais vous parler du contentieux argentin. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler, puisque là encore, il fait bien souvent l'actualité. Alors, comme vous le savez, l'Argentine a fait défaut en 2001. Suite à son défaut, elle propose en 2005 et en 2010 un plan de restructuration à ses créanciers. Ces créanciers acceptent à hauteur de 93%. Il y a 7% de créanciers qui sont récalcitrants. Sur ces nouvelles bases, sur les bases du nouvel accord, l'Argentine continue de rembourser les créanciers qui ont accepté le plan de restructuration. En revanche, elle ne paye plus, à défaut d'accord, les créanciers qui ont refusé l'accord. En 2010-2011, il y a deux fonds. Le fonds NML Capital, qui est une filière de Elliott, dont je parlais à l'instant, donc qui appartient à Paul Singer, et le fonds Aurelius, qui est notamment connu en France pour avoir été très agressif et avoir acheté des obligations lors de la faillite de La Tribune, du groupe de presse La Tribune, et dont le patron a fait ses armes auprès de Paul Singer. Donc ces deux fonds, qui représentent 1% des créanciers de l'État, eh bien, va réclamer son dû devant le juge du contrat, qui se trouve être le juge new-yorkais. Alors, qu'est-ce qu'invoquent NML Capital et Aurelius au soutien de leurs prétentions? Ils invoquent une violation de la clause pari-passu. Alors, qu'est-ce que nous dit cette clause? Cette clause, elle dit textuellement que tous les créanciers sont placés sur un rang d'égalité et que l'État ne peut créer de rang prioritaire. Alors, cette clause n'a jamais été comprise jusqu'au contentieux récent qui date des années 2000 comme une clause imposant une égalité de paiement. C'était simplement des rangs prioritaires et on acceptait même qu'il y ait des priorités de paiement puisque, par exemple, dans le cadre d'une restructuration, un État payera en priorité ses créanciers publics comme le FMI ou la Banque mondiale. Donc jamais cette clause n'avait été comprise ainsi. Pourtant, c'est l'argument que va soutenir ces deux fonds en disant la clause pari-passu impose une égalité de paiement. Donc à partir du moment où l'Argentine rembourse les créanciers qui ont accepté l'accord et qu'elle refuse de nous rembourser conformément à l'accord que nous avons avec l'Argentine, c'est-à-dire à la valeur faciale des titres, eh bien l'Argentine viole la clause pari-passu. Alors en première instance, les fonds vont obtenir gain de cause. En appel, la décision sera confirmée. L'Argentine décide alors d'introduire un recours devant la Cour suprême américaine qui a rendu sa décision en juin dernier et qui a rejeté tout bonnement le recours de l'Argentine sur ce point en disant qu'il y a eu une bonne interprétation de la clause pari-passu. C'est ce que signifie. Donc le contentieux a été renvoyé devant les juridictions d'appel, en l'occurrence devant un juge qui s'appelle Thomas Griesa, qui est devenu très connu par rapport à cette affaire, qui a pris des mesures d'injonction. Thomas Griesa a imposé, le juge Griesa a imposé que les fonds qui avaient été versés par l'Argentine à hauteur de 589 millions de dollars dans une banque new-yorkaise pour pouvoir payer les créanciers qui avaient accepté l'accord ont été gelés. Et qu'a imposé le juge? Eh bien que ces fonds soient gelés jusqu'à ce que l'Argentine parviennent à un accord avec ses créanciers récalcitrants, en l'occurrence avec ces deux fonds.
Alors, suite à cette décision judiciaire, l'Argentine n'a pas trouvé d'accord avec ces deux fonds. L'Argentine refuse de céder. Pourquoi? Parce que ces créanciers ne représentent qu'1% des créanciers récalcitrants et même de l'ensemble de l'intégralité des créanciers. Donc vous imaginez bien si cette affaire fait jurisprudence, on peut imaginer très bien que les 6% restants introduisent également un recours, voire même les 93% qui peuvent s'estimer lésés. Il y a un certain nombre de recours qui pourraient être introduits. Donc l'Argentine tient bon et de ce fait, elle a été placée en défaut partiel par les principales agences de notation. Ce qui a donné lieu au néologisme Griesa fault, pour Griesa, le nom du juge, est défaut, puisque c'est la première fois dans l'histoire contemporaine des dettes souveraines qu'un juge a pu mettre en défaut un État. Alors, je conclurai avec peut-être quelques propositions pour l'avenir. Je pense qu'actuellement, les seules propositions qui s'offrent à nous sont des propositions pragmatiques, c'est-à-dire voyons voir comment on va pouvoir aménager notamment ces contrats d'emprunt d'État pour réintroduire un semblant d'équilibre contractuel. Alors, le premier argument qu'on pourrait développer, c'est justement utiliser, comme je vous le disais, l'arme contractuelle. Un exemple, c'est cette fameuse clause pari passu. Suite au contentieux de l'Argentine, la Grèce a reformulé la clause pari passu qui prévalait jusqu'alors dans ses contrats d'emprunt, qui était la clause standard. Donc je ne vais pas vous lire toute cette clause, mais ce que l'on peut retenir, c'est que toute la partie du texte qui n'est pas mise en gras est le texte standard que l'on retrouve dans de nombreux contrats de la clause pari passu. Et qu'est-ce que rajoute le texte qui est en gras? C'est que la Grèce indique expressément qu'elle refuse l'interprétation qui consiste à voir dans la clause pari passu une clause d'égalité de paiement. Donc, si cette clause avait été dans le contrat d'emprunt d'État de l'Argentine, elle aurait vraisemblablement permis d'éviter ce contentieux-là. Alors, cette clause telle qu'elle est formulée ici est également la clause qui a été presque proposée mot pour mot par l'ICMA, qui est une agence de standardisation qui propose également des contrats standards en matière d'emprunt d'État et qui a également proposé que l'on introduise à grande échelle ce supplément à la clause pari passu afin de pouvoir en éclaircir l'interprétation. Donc la voie contractuelle est une première voie qu'on pourrait exploiter et qui a notamment été exploitée en Europe, puisque pour éviter la panique sur les marchés, pour éviter le surcoût qu'impliquerait une nouvelle clause, a introduit les clauses d'action collective dans les contrats d'emprunt d'État en 2013 par la voie d'un traité, c'est-à-dire tous les États, alors ce n'est pas tant le fait que ce soit un traité qui nous intéresse, mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que tous les États l'ont adopté au même moment, et donc ça n'a pas paniqué les marchés. Donc la deuxième proposition et la deuxième solution pour améliorer le régime de défaut contractuel et la situation actuelle, c'est bien entendu de développer un contentieux stratégique. C'est-à-dire qu'il y a une richesse jurisprudentielle historique qui, à ce jour, n'est pas pleinement exploitée. La Cour permanente de justice internationale, qui a eu aussi à connaître d'affaires qui impliquaient des États débiteurs, a vu devant ses prétoires se développer un certain nombre d'arguments et de stratégies judiciaires qui sont très intéressantes et qui pourraient être exploitées aujourd'hui. Alors par exemple, dans un contentieux qui opposait la Grèce et la Belgique, qui représentait à l'époque certains de ses créanciers, dans la fameuse affaire Socobel de 1939, le gouvernement grec a invoqué l'argument de l'état de nécessité et la notion de service public essentiel pour contester la créance qu'elle devait aux créanciers de l'État belge. En fait, le raisonnement était le suivant, nous ne pouvons plus payer nos services publics, donc nous ne pourrons pas non plus assumer le service de la dette et nous demandons à ce que cette dette soit révisée à l'aune de ce critère. Alors c'est
un argument jurisprudentiel qui avait été récupéré par la doctrine. On sait que, par exemple, Gaston Gèze avait développé cette notion de service public essentiel en indiquant « Le gouvernement est fondé à suspendre ou réduire le service de sa dette publique toutes les fois que les services publics essentiels seraient compromis ou négligés pour assurer le service de la dette. En d'autres termes, je continue à le citer, la dette publique n'est pas le premier service public à satisfaire. Ces principes sont incontestables et incontestés. » Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur lecture actuelle du régime de défaut global. J'espère que je vous aurai éclairé sur ces sujets-là et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci à tous.